Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ce sera un concept que j'emprunte à Cassandra de la chaîne Croque les mots, qui est une chaîne que je suis depuis des années, bien avant d'être sur YouTube, peut-être même avant d'être sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Le programme est simple, nous allons faire un bilan de mes lectures à mi-année en suivant un certain nombre de catégories. Le premier titre à vous présenter est un premier tome, donc le début d'une saga. J'ai personnellement choisi de vous parler de La Passe Miroir de Christelle Dabos, même si je triche un peu puisque j'ai lu l'intégralité de la saga cette année. La Passe Miroir est une saga de fantasy jeunesse publiée chez les éditions Gallimard et le premier tome est sorti en 2013. J'avais fait une lecture de ce premier tome l'année de sa sortie, je vous laisse donc imaginer que mes souvenirs étaient assez flottants le concernant. J'ai donc eu besoin de revenir aux sources avant d'entamer la lecture du second tome. Je me permets toutefois de glisser ce premier tome dans ce classement pour une raison simple, c'est que je n'avais quasiment aucun souvenir de ma lecture du tome 1 et que ça a véritablement été une découverte pour moi ce premier tome. Ophélie possède deux pouvoirs, le premier est celui de passer les miroirs, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'un miroir à une autre pour se rendre dans un lieu différent, mais elle est aussi capable de lire la mémoire des objets. Mise en contact avec n'importe quel objet, elle peut rentrer en contact avec les souvenirs de son précédent détenteur. Elle travaille en bibliothèque avec son oncle qu'elle apprécie particulièrement, mais sa mère et les régentes de l'Arche d'Anima ont d'autres projets pour elle, puisqu'elle est promise à Thorn, un homme sombre et mystérieux qui va l'amener à la Citaciel. Thorn et Ophélie sont véritablement comme l'eau et le feu, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre et d'ailleurs leurs premiers rapports vont être extrêmement compliqués. Mais ce qui est au centre de ce récit, ce n'est pas la relation d'amour qui bien évidemment va éclore entre les deux protagonistes, mais un récit plein d'action, haletant et avec de très belles morales. En effet, le personnage d'Ophélie est atypique, elle est maladroite, elle n'est pas décrite pour ses qualités physiques, mais bien plus pour ses vertus intellectuelles, sa grande capacité de discernement, sa capacité à prendre des initiatives, son courage. Et tout ceci n'est pas enrobé par une image grandiloquente de l'héroïne hyper badass, mais bien plus par des qualités humaines que nous pouvons tous avoir et tous entretenir. Je trouve que c'est une des grandes forces de La Passe Miroir de mettre en scène des personnages qui sont tout à fait crédibles, qui ne sont pas magistraux, qui ne sont pas des héros en puissance ou des héros actés. En dehors de cela, bien sûr, je souligne le fait que la mythologie créée par Christelle Dabos est formidable. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir cette saga qui compte, il me semble, 4 tomes. Je dis il me semble car je pense que nous ne sommes pas à l'abri de voir un jour l'apparition d'un 5e tome. Je continue avec une fin de saga et cette fois je vous parle d'Octave d'Arnaud Catherine. Je sais que je vous ai déjà parlé de ce titre à de multiples reprises sur la chaîne, je m'excuse donc par avance de la redondance de mes propos. Octave vient clore une trilogie qui commençait par Romance qui est sortie au début de l'année 2020. Et qui se poursuivait avec les nouvelles vagues qui mettaient en scène les mêmes protagonistes. Je tiens toutefois à souligner que pour ma part, je comprenais même ces récits comme indépendants les uns des autres, parce que je pense qu'on peut tout à fait en faire la lecture sans envisager de la faire dans l'ordre, ni sans lire les trois, ni sans les lire d'affilée. Vous pouvez tout aussi bien vous plonger dans le tome 2 quelques jours après avoir lu le tome 1, comme le faire des années après. Je trouve que ça n'a pas réellement d'incidence sur la fluidité et la compréhension du récit. Cet opus vient donc clore l'histoire de Marilyn, Vince et Octave, sorte de triangle amoureux un petit peu improbable, puisque Vince et Marilyn ont tous les deux eu une relation d'amour avec Octave et peinent à s'en remettre. Tout du moins c'est là que nous les récupérons au moment des nouvelles vagues et c'est ce qui se poursuit dans Octave. Le dernier tome donne enfin la parole au personnage d'Octave qui était jusque-là présenté presque comme un point d'interrogation. Nous n'avions pas accès à ses émotions et avions beaucoup de mal à comprendre les choix qu'il pouvait faire. Il blessait sans le vouloir son entourage, mais on ne comprenait jamais vraiment si Octave était complètement détaché de la réalité et de l'impact qu'il avait sur les gens ou si tout simplement il souffrait de blessures plus profondes qui pouvaient justifier ses actes. Je ne dis pas que tous les actes sont justifiables, mais en ce qui concerne Octave, on comprend très rapidement que des traumatismes passés et que des éléments ont pu venir chambouler un petit peu la perception et la conception qu'il a des relations amoureuses, notamment concernant son interrogation sur son orientation sexuelle qui est vraiment au cœur du récit. C'est avec une plume aiguisée, poétique et en même temps très trash parfois que Arnaud Catherine va venir nous dépeindre la réalité de ces trois adolescents, leur histoire se déroulant qui plus est sous fond de Covid-19. Je vous recommande très fortement de faire la découverte de cette trilogie qui est formidable, qui est l'un de mes plus beaux coups de cœur en young adulte. Je poursuis avec la catégorie classique, j'ai personnellement choisi de vous parler du Père Goriot, mais je tiens à souligner que je vais vous présenter plusieurs titres dans cette catégorie puisqu'il m'était absolument impossible de choisir.
Le Père Goriot est un ouvrage d'Honoré de Balzac publié en 1835 et qui s'illustre dans le courant du réalisme, courant dont Balzac pourrait un petit peu être considéré comme le fondateur. S'il ne revendique pas le terme de réaliste, Balzac fait toutefois preuve d'une grande minutie pour dépeindre le quotidien de ses personnages en se fiant le plus possible à la réalité et en basant ses descriptions sur des choses qu'il peut observer lui-même. Et c'est ainsi que commence le Père Goriot dans la pension Vauquer avec une description qui est extrêmement longue et très connue dans la littérature française où Balzac va minutieusement dépeindre le salon, l'entrée ainsi que la salle à manger de la célèbre pension. C'est ici que séjourne le Père Goriot, un homme qui a 2 filles et qui vit dans la plus grande des pauvretés et qui va rencontrer le très célèbre Rastignac, un jeune homme étudiant en droit et débordant d'ambition qui va se prendre d'affection pour ce vieil homme. En effet, Rastignac vient de loin, il vit avec peu, mais fait tout pour gravir les échelons de l'échelle sociale. Et c'est ce que Balzac nous propose ici, un roman social et engagé qui va donc nous présenter l'essor de Rastignac ainsi que la chute du Père Goriot. C'est un roman extrêmement touchant qui certes ne plaira pas à tout le monde puisque cette dimension réaliste est parfois assez exigeante. Je pense qu'on a beaucoup de mal à se mettre dans des textes du 19e lorsque le vocabulaire correspond justement à cette époque, mais plus véritablement aux descriptions qu'on pourrait faire de notre réalité, tout du moins de notre quotidien. En cela, les romans balzaciens sont assez exigeants, mais je pense tout de même que le Père Goriot est une bonne alternative pour découvrir l'auteur, puisque le roman est vraiment prenant, qu'il y a énormément de rebondissements, que l'aspect politique est développé mais qu'on ne se noie pas dessous, et aussi parce que c'est un roman qui va parler à vos émotions et à vos sentiments, vous ne pouvez pas rester insensible aux déboires du Père Goriot. Impossible pour moi de ne pas vous parler d'un titre de Dostoïevski puisque j'ai consacré les 3 premiers mois de l'année à la découverte de cet auteur, particulièrement à l'approfondissement de l'œuvre de cet auteur. Jusque-là, je n'avais lu que Crime et Châtiment et j'ai bien entamé ma découverte maintenant. Les Carnets du sous-sol, je le mets ici parce qu'il est très particulier. Publié en 1864, cet ouvrage est assez tardif dans l'œuvre de l'auteur et il reprend toutes les thématiques qui lui sont chères. On va suivre un homme enfermé dans un sous-sol, qui ne parvient pas à s'insérer dans la société, qui vit d'une façon extrêmement particulière, qui craint tous les contacts humains, qui peine à faire confiance, mais qui aussi souffre d'une pauvreté accrue. Le narrateur que nous découvrons est un homme qui se prend pour un fou, qui se prend également pour un méchant, mais qui paradoxalement va passer son temps à essayer de justifier et de comprendre les actions qu'il a pu commettre et qu'il juge lui-même moralement condamnables. Sa marginalité le fait se mettre profondément en colère contre ce qu'il appelle l'homme normal. C'est un ouvrage très novateur, grinçant aussi, que je vous recommande vivement de découvrir si vous souhaitez goûter à la plume de Dostoïevski. Sachez toutefois que s'il reprend tous les grands thèmes de l'auteur, ce n'est pas celui qui les explicite le mieux, mais si les flux de pensée et les introspections de Raskolnikov vous manquent, que vous avez adoré Crime et Châtiment, je vous recommande vivement de vous lancer dans les Carnets du sous-sol. Je poursuis avec la bonne surprise de l'année et je tiens tout de même à citer 2 titres ici. Il y avait Circé de Madeline Miller dont j'attendais beaucoup de choses, mais pas autant puisque j'ai véritablement adoré ma lecture, et il y a aussi Rouge de Pascaline Nolo, mais comme je projetais déjà d'apprécier fortement ces 2 lectures, je me dis que le terme de surprise n'est pas forcément approprié. J'ai donc choisi de vous parler de Paternoster de Julia Robert, publié chez les éditions HSN. Paternoster est paru en mai cette année, c'est un ouvrage complètement hors du commun, un véritable ovni littéraire dont je pense avoir beaucoup de mal à vous parler, mais il faut que je vous le présente. Ou plutôt que je vous le représente puisque c'est un ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans un vlog. Tout d'abord, cet ouvrage nous était présenté comme dans la lignée de Midsommar ou de Get Out, 2 films que j'apprécie particulièrement, qui ont une réalisation très graphique, et je m'attendais vraiment à retrouver ça dans le récit, je n'ai pas été déçue. Dans cette histoire, on va suivre Dana, une jeune fille qui vient d'un milieu social assez modeste, qui va se mettre en couple avec Basil Paternoster, un homme quant à lui issu d'un milieu extrêmement aisé. Leur relation semble initialement idyllique, mais la rencontre avec les beaux-parents va venir tout faire basculer, bien que certains événements vont petit à petit revenir à la mémoire de Dana et qu'elle va donc permettre au lecteur de remettre en question la perfection de cette relation. L'ambiance est glaçante, on est dans un huis clos extrêmement anxiogène avec des parents qui sont odieux, absolument odieux, c'est insupportable. Certaines scènes m'ont même demandé à être relues puisque j'étais tellement prise dans le dégoût qu'elle m'inspirait que je n'arrivais même pas à me concentrer sur l'action en tant que telle. Et ce n'est pas un dégoût franc qui viendrait d'une scène gore par exemple, mais c'est bien plus quelque chose qui est induit par une ambiance, une atmosphère, des mots prononcés par des protagonistes qui sont peut-être anodins dans certains contextes mais qui ici sont absolument glaçants. Paternoster, c'est avant tout un roman social et je n'ai pas envie de vous en dire
dire beaucoup plus puisque je risquerais de vous spoiler le récit qui se veut et qui inspire initialement cette idée de récit horrifique. Je n'ai pas envie de vous enlever cette dimension-là. Je préfère que vous plongiez dans l'œuvre en étant complètement étranger à son dénouement. Mais sachez que des choses très profondes sont abordées par l'autrice, notamment les différences culturelles, le racisme, le sexisme et beaucoup d'autres formes de discrimination, notamment les différences de classe sociale. En bref, c'est un roman très engagé que je vous recommande de lire. Je vous parle ensuite d'une lecture douceur avec Anne au pignon vert, le premier tome de Lucy M. Montgomery. Le premier tome est paru en 1908 et nous suivons ici les aventures d'Anne, une jeune orpheline qui va être adoptée par Matthew et Marilla qui sont tous les deux frères et sœurs. Ils sont âgés d'une 60aine d'années, n'ont jamais été mariés et habitent la ferme des Pignons Verts. Anne va véritablement redécouvrir la vie aux côtés de ces deux personnages. Elle va se faire de nombreux amis à l'école et il va lui arriver tout un tas de choses. Elle va faire beaucoup de bêtises mais ce roman est surtout un roman d'initiation, un roman de découverte tout en douceur. Personnellement, je trouve qu'il a des petits airs des ouvrages de la comtesse de Ségur et c'est quelque chose que j'apprécie très fortement puisque j'adorais ces livres lorsque j'étais enfant. Je vous invite donc bien évidemment à vous pencher sur l'œuvre, mais ce que je vous recommande de faire également, et peut-être même avant tout, c'est de découvrir l'adaptation Netflix qui existe, qui est donc Anne de Green Gables. C'est une adaptation relativement fidèle des aventures d'Anne, bien que certains événements dramatiques du roman ne se produisent pas dans la série. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce titre puisque je vous en parle très régulièrement. Il y a notamment 2 vlogs où j'en fais mention et je vous en parle également dans un point lecture. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ces vidéos ou à vous rendre sur Babelio, Goodreads ou Instagram pour voir les opinions d'autres lecteurs. Il y avait une catégorie essai que je ne pourrais malheureusement pas remplir puisque curieusement je n'ai pas lu d'essai depuis ce début d'année. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait la sélection pour cette vidéo. Je vais remédier très rapidement à cela puisque j'ai beaucoup d'essais dans ma palle. Mais en attendant, j'ai choisi de vous présenter le titre que j'ai le moins aimé cette année et comme vous vous en doutez si vous avez vu mes derniers avis lecture, je vais vous parler de Captive. Captive est un roman de Sarah Rivens publié en 2022. Il s'agit d'un titre de dark romance qui a très récemment remporté le prix de la romance Babelio, ce que je trouve absolument sidérant pour ma part. C'est initialement un livre Wattpad et vous allez me demander pourquoi je me suis lancée dans une telle lecture en sachant pertinemment que j'allais être profondément dégoûtée par ce qu'il s'y passe. C'est simplement que l'essor qu'a connu ce titre et les nombreux retours qu'on pouvait trouver notamment sur TikTok le concernant m'ont donné envie de me faire ma propre opinion, bien que je le reconnaisse directement, cette opinion était déjà faite avant même que je l'ai lue. Je savais déjà ce que je trouverais dans Captive et je pense que vous savez déjà vous aussi ce que vous trouverez dans Captive puisque tout tient dans un résumé qui déjà en lui-même est problématique. Nous sommes dans les réseaux criminels qui possèdent en gros des captives qui sont des femmes retenues prisonnières par des hommes de pouvoir extrêmement riches qui font ce qu'ils veulent de ces jeunes femmes. Le protagoniste que nous suivons se nomme Ella, c'est une jeune fille de 20 ans, 23 ans, je ne me souviens plus exactement, qui a été victime d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus verbale, qui a été soumise à toutes les formes d'humiliation possibles et imaginables, jusqu'au jour où elle va être cédée à Ash, le leader d'une autre famille, qui lui déteste complètement les captives et qui va lui faire subir des choses absolument atroces. J'ai vraiment trouvé ce roman insoutenable, je vous en ai déjà parlé dans un vlog précédent, mais si je dois rapidement revenir dessus, je dirais qu'il romantise grandement les relations toxiques, mais surtout les relations violentes entre les hommes et les femmes, cette dominance qui est presque glorifiée de l'homme sur la femme. Mais tout ça, ce n'est que la toile de fond. Si vous creusez très très légèrement, sans aller jusque là, vous avez tout de même des descriptions extrêmement explicites. Une scène notamment où Ash prend la main d'Ella et la pose sur une plaque de cuisson. Une autre où, lorsqu'elle fait des cauchemars, des traumatismes qu'elle a pu vivre, il rentre dans sa chambre et la menace de la tuer. Ou encore une scène où il la jette dans une piscine et lui fait croire qu'elle est attaquée par des serpents. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus, c'est mon opinion. Ce que je trouve dramatique, c'est la surmédiatisation de cet ouvrage et le fait que des enseignes comme la Fnac par exemple, qui sont des enseignes nationales, des enseignes dans lesquelles énormément d'ouvrages sont achetés et consommés par les jeunes, puisse mettre Captive dans le top des ventes du Pass Culture. Je rappelle que le Pass Culture concerne des adolescents, on va dire de 14 ans et demi à 18-19 ans. Je vois difficilement en quoi ce type de littérature pourrait les aider à construire et à développer une belle idée, une belle image des relations entre hommes et femmes. Et sans aller jusqu'à belle, je dirais tolérable. J'en ai terminé pour ce titre sur lequel je me suis déjà trop étendue et je passe à la suite. Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot est paru pour la première fois en 2013 chez les éditions Glénat. C'est une œuvre devenue culte notamment par son adaptation La vie d'Adèle qui a reçu un succès retentissant et notamment la palme du Festival de Cannes.
L'intrigue se déroule dans le nord de la France, plus précisément à Lille, et nous sommes au croisement entre le XXe et le XXIe siècle. Nous savons dès le départ que l'un des protagonistes principaux du récit est décédé puisque Emma se rend chez ses parents et consulte donc le journal de Clémentine, celle qui était sa compagne. Les parents de la défunte sont assez désagréables avec Emma, particulièrement le père qui désapprouvait formellement la relation que sa fille pouvait entretenir avec elle. L'histoire, c'est celle d'une romance entre Clémentine et Emma, l'histoire d'un amour compliqué et contrarié, puisque Clémentine avait beaucoup de mal à assumer sa sexualité et qu'Emma vivait une relation amoureuse avec une autre personne. Si les deux jeunes femmes ont réussi à se rejoindre pendant un temps de vie, à partager des moments doux et un amour profond et sincère, malheureusement beaucoup de choses vont venir interrompre la tranquillité qui aurait pu être la leur. C'est un roman graphique engagé que je trouve sublime. Je vous insère bien évidemment des planches pour que vous puissiez vous rendre compte du travail d'illustration. Les planches portent parfaitement le message de l'autrice et je trouve que le travail est formidable. Je vous invite donc à découvrir cette histoire sous forme de BD si vous avez déjà vu le film et pourquoi pas à la découvrir si ce n'est pas encore le cas. Je vous parle maintenant d'un ouvrage publié chez La Boîte à Bulles il y a peu. Il s'agit de Majnoun et Layli, Chant d'outre-tombe. C'est un très grand classique de la littérature du Moyen-Orient illustré par Yann Damezin et proposé par la maison d'édition donc La Boîte à Bulles qui a fait un travail somptueux. L'histoire de Majnoun et Layli, c'est également l'histoire d'un amour contrarié puisque Majnoun est fou de Layli, il souhaite l'épouser mais le père de cette dernière va refuser cette union considérant le jeune homme comme beaucoup trop excentrique et pas à la hauteur pour sa fille. Les deux amants vont être complètement détruits, ce qui va entraîner une sorte d'exil pour Majnoun qui va suivre de loin l'évolution de Layli jusqu'à se laisser mourir et disparaître. L'histoire en tant que telle est incroyablement touchante, mais c'est particulièrement sa traduction que je tiens à mettre en avant puisque le texte est absolument somptueux. On est dans un texte poétique qui est certes exigeant de par la diversité de son vocabulaire, mais qui vaut clairement le coup de la recherche et de la lecture. Je vais également vous insérer des planches pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté du travail. Je vous invite à aller regarder un petit peu sur tous les sites de critiques littéraires si vous pouvez lire peut-être certains extraits, mais vraiment penchez-vous sur cette œuvre qui est somptueuse et à mon avis pas assez populaire en France, malgré le fait que ce soit un véritable chef-d'œuvre de la littérature. Ce texte pré-islamique a connu une adaptation perse au XIIe siècle. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur la datation puisque tout est assez flou. Quoi qu'il en soit, c'est un des textes les plus populaires de l'Orient musulman et je pense que juste pour cela, pour se pencher peut-être sur une littérature différente de la nôtre, qui reprend pourtant les mêmes thématiques qui sont vraiment des essentiels de l'histoire de l'humanité, vous devriez vous pencher sur ce livre. Et je vais clore cette présentation avec ma découverte coup de cœur de l'année. Il s'agit des Nuits blanches de Dostoïevski. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de ce titre. Il s'agit d'une nouvelle publiée en 1848 et extrêmement brève puisqu'elle fait à peine une 50aine de pages, mais je vous assure que sa brièveté n'enlève rien à sa qualité. Le protagoniste masculin principal vient de Saint-Pétersbourg, là où se déroulent la plupart des récits de Dostoïevski, et arpentant la ville de nuit, il va croiser le chemin d'une jeune femme qui va absolument le saisir. La simple vue de sa silhouette déclenche en lui tout un flot d'émotions qu'il ne connaît pas et il va dès lors vouloir connaître cette jeune femme. Au fil des nuits, qui donnent donc leur titre à cette nouvelle, Les Nuits blanches, les deux personnages vont se rencontrer et se confier des choses. En entrant peu à peu dans l'intimité l'un de l'autre, malgré la promesse initiale qu'il a faite à l'héroïne, le jeune homme ne va pas pouvoir se retenir de développer des sentiments amoureux pour elle. C'est ainsi que je vais encore vous parler d'une relation d'amour contrariée. Puisque la jeune femme en question attend tous les jours sur un pont bien précis de Saint-Pétersbourg le retour d'un homme dont elle est éperdument amoureuse. Cet homme, il est censé revenir lorsqu'il aura fait fortune et régler certains problèmes pour la chercher et l'épouser. Elle est dans l'attente fébrile du retour de cet homme et quand son espoir va s'effondrer, elle va elle aussi développer des sentiments pour le protagoniste masculin du récit. Je ne vous en dis pas beaucoup plus puisque vous avez déjà la trame principale de la nouvelle. Sachez que c'est un texte bouleversant, divinement écrit qui reprend une nouvelle fois les thématiques les plus profondes et les plus ancrées chez l'auteur, qui parle de la pauvreté en Russie, qui parle des inégalités sociales, qui parle de l'amour contrarié, qui parle de la pureté des sentiments, de la richesse et de l'importance de l'amitié. Bref, vous avez tout ceci dans Les Nuits blanches en à peine 50 pages. J'espère que cette présentation vous a plu. Je remercie une nouvelle fois Cassandra pour avoir fait ce concept que je lui ai piqué. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à me faire part des ouvrages qui ont marqué votre année 2023 depuis ces 6 premiers mois. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.